à toutes, moi c'est Isa alias Grain de Pelote sur Ravelry et Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e épisode. Ce podcast est habituellement consacré à la couture et au tricot, mais une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous ne parlerons que de tricot. Alors pourquoi le choix de scinder ces deux thématiques? Disons que je me suis beaucoup questionnée ces derniers temps et j'avais eu des retours de certaines d'entre vous qui me disaient n'être intéressées que par l'une ou l'autre de ces activités. Je sais aussi que certaines regardent les podcasts YouTube sur leur téléviseur et qu'elles n'ont de ce fait pas accès au chapitrage, au timecode que je continuerai à alimenter sur cet épisode, ne serait-ce que pour que vous y retrouviez les différents modèles et différents designs dont je vais vous parler. Et puis, je pense aussi que les épisodes étaient un peu longs. 1h27 sur le dernier épisode, je pense que ça peut en rebuter certaines. Donc j'expérimente, aujourd'hui on part sur un épisode spécial tricot et puis devrait suivre l'épisode couture, si ce n'est aujourd'hui, dans les jours à venir. Parce qu'il n'est pas aisé de trouver du temps pour tourner un épisode. Alors c'est vrai que 3 mois se sont écoulés. Je pense que c'est un rythme qui commence à s'installer. Mais bon, sait-on jamais, si je scinde les thématiques, peut-être que j'arriverai à tourner plus d'épisodes. Donc je disais 3 mois se sont écoulés. Et je me suis dit, il n'y a pas quoi, faudrait peut-être y retourner. Donc le week-end dernier, j'ai un peu checké tous les paramètres, la météo, alors pour le mercredi, puisque je ne travaille pas le mercredi, donc c'est un peu la fenêtre de tir possible. Donc j'ai checké la météo, ça m'avait l'air correct, la luminosité me semblait acceptable. J'ai checké aussi les activités des uns et des autres, à savoir est-ce que la maison allait être suffisamment calme pour pouvoir tourner et que ce soit entendable. Et puis aussi j'ai pris note, mes différentes notes pour le podcast, pour avoir quelque chose d'à peu près construit, en tout cas quelque chose qui ne soit pas trop décousu. Alors aujourd'hui il va être question de chaussettes, vous avez pu voir le titre, principalement de chaussettes. Bah ouais, ça m'est tombé dessus comme ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Alors parmi les projets finis, j'ai 3 projets finis, j'ai 2 en cours, et puis je vous parlerai peut-être des projets à venir. Ouais, peut-être. Il y sera question également de broderie, parce que je pense que je vais relier la broderie à cet épisode. C'est toujours une histoire de fil, donc ça me semble plus cohérent de vous parler de broderie ici. Je vous montrerai ce que j'ai fait, même si c'est broderie couture du coup, je vous montrerai ce que j'ai fait de la broderie dont je vous ai parlé, la broderie green dont je vous ai parlé lors du dernier épisode, et puis du projet broderie sur lequel je suis actuellement. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Moi j'avoue, je suis un peu cyclotimique en ce moment, je sais pas. Un jour ça va, je suis euphorique, j'ai des envies plein la tête, plein de projets, la vie est belle. Et puis le lendemain, j'ai l'impression de vivre un jour sans fin. Vous savez, hein. Donc je suis actuellement en télétravail, mais pas totalement, c'est-à-dire que je peux avoir des rendez-vous extérieurs, aller au bureau de temps à autre. Mais voilà, c'est une espèce de petite routine, et puis ouais, c'est une ambiance un peu bizarre. Alors l'idée c'est pas de plomber l'ambiance. Moi je regarde des podcasts justement pour sortir de tout ça, de toute cette ambiance un peu morose. Donc j'espère que ce sera le cas aussi pour vous en regardant cet épisode. Voilà, hein, on va se dire que on fait abstraction de tout le reste et on se concentre sur ce qui nous fait du bien. Alors on va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui j'ai enfilé mon rose cardigan, vous aurez reconnu. Vous avez présenté lors de mon premier épisode de podcast
que j'avais tricoté en tôle mata yarn en taux de sport. Les coloris faisaient partie d'une collection spéciale. Le nom du coloris c'est Sarah, je ne peux pas l'oublier, c'est le prénom de ma fille. Voilà, donc vous avez plusieurs... c'est un fade, hein, une collection qui correspond à un fade. Donc j'ai le Sarah 2, le 3, le 4 et le 5. Je crois qu'il est composé de 6 écheveaux. Donc voilà, je me lève pour que vous puissiez, mais sur la pointe des pieds, le voir dans sa totalité ou presque. Donc voilà, c'est un gilet qui se porte ouvert. Alors on pourrait mettre une petite épingle, mais moi j'ai trop peur de l'abîmer. Et puis voilà, il se porte comme ça, c'est très bien. Les longs poignets me conviennent, même si au quotidien, voilà, on passe souvent les mains sous l'eau, et surtout en ce moment. Donc voilà, j'ai tendance à remonter un petit peu les poignets, mais sinon, voilà, le reste du temps, j'aime bien qu'il recouvre comme ça une partie de ma main, j'ai bien chaud. Voilà. Il est chaud, oui d'ailleurs il est chaud. Donc voilà, je l'apprécie énormément. Alors, on commence par les projets terminés. Donc je vous présente mon gilet Yassen. Oh là là. Bien sûr, hein, il en fallait un. Le voici. Je le cache, vous n'avez rien vu. Donc le gilet Yassen. Hop, se présente de cette manière. Et voici le dos. Alors, c'est un gilet designé par Marie-Amélie Design, Marmelade sur les réseaux sociaux, qui fait partie de sa collection des gilets précieux. Qui est composée de 3 gilets, dont j'ai oublié les noms, donc je vous en ferai grâce. Le gilet Yassen, je vous avais expliqué un petit peu la construction, je reviens dessus brièvement. Donc, tout débute ici, qu'on pourrait appeler l'épine dorsale du gilet. Donc on monte ici quelques mailles pour commencer à construire un demi-dos. Donc voilà, on construit le demi-dos en suivant le point de dentelle. Jusqu'à hauteur ici un petit peu, jusqu'à hauteur du début de l'encolure devant. Et donc on va faire des augmentations avec un montage à l'anglaise. Et puis on va continuer à tricoter à la fois le demi-devant et le demi-dos. Et ici on va bien sûr creuser l'encolure avec un jeu de rangs raccourcis. Donc on poursuit la dentelle jusqu'à la naissance du bras en fait. Et puis là on rejoint le demi-devant et le demi-dos pour tricoter en rond la manche jusqu'à une certaine longueur. Alors là on a une manche bouffante, mais c'est un bouffant timide. On a vu plus large, hein. Et puis mais c'est très satisfaisant. Et puis on poursuit avec des côtes de 2 sur 5 cm. On reprend le demi-dos, enfin donc c'est le rang de montage, et puis là on va relever des mailles et puis construire le deuxième demi, la deuxième partie, quoi, la symétrie, donc le deuxième demi-dos. Et puis toujours au niveau de la crête d'épaule, on va augmenter pour créer le début de l'encolure, continuer à tricoter, puis avec un jeu de rangs raccourcis, creuser l'encolure, on tricote et voilà, on arrive à la naissance de l'autre bras, on rejoint le demi devant et le demi dos et on tricote la manche en tube que l'on termine bien sûr par des côtes. Donc on obtient ainsi un espèce de long tube d'un poignet à l'autre, ouvert en son milieu. Ensuite, on va relever les mailles du corps. Donc, alors c'est assez drôle parce que c'est très joli. Moi, je trouve que ça forme ici une espèce de vague, cette dentelle. Et donc, en relevant les mailles, ça révèle effectivement toute cette ondulation. Donc, on relève les mailles
du demi-devant, du dos et de l'autre demi-devant, et puis on va tricoter en aller-retour le corps en jersey jusqu'à une certaine longueur. Ensuite, on va tricoter donc les côtes du bas, les côtes de 2 sur à peu près 4 cm. Alors moi je vous dirais que j'ai tricoté mes côtes, j'avais même fait ma bande d'encolure, puis je me suis retrouvée avec un restant de laine très important, puis en enfilant le gilet, je l'aurais préféré un peu plus long, donc j'ai tout redétricoté, donc j'ai rallongé en fait mon corps, et puis donc je pense que là moi il m'arrive un peu en deçà de la ceinture, un petit peu en dessous. Alors il devait m'arriver à peu près à hauteur de la ceinture, je pense. Donc voilà, une fois qu'on a fini le corps, on vient ici relever les mailles sur toute l'encolure. On tricote cette bande d'encolure en côte de 2. Et puis, s'agissant de la finition, alors moi j'ai fait une modification. La finition normalement se fait par un rabattage souple. On rabat les mailles telles qu'elles se présentent. Moi j'ai préféré lui faire un rabattage islandais, Icelandic bind-off. Un accent terrible. J'adore cette finition là. On a une espèce die-cord, finition point mousse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous mettrai des photos. J'avais fait moi mon gilet Margot, comme le patron le propose, avec un die-cord classique. Donc j'ai fait une photo avec les deux finitions côte à côte, et vous verrez que sur la die-cord classique on a une finition jersey, et là on a une finition point mousse. Donc ça crée une espèce de petit boudin. Donc après la finesse ou la grosseur du boudin va dépendre de la taille de vos aiguilles. Moi j'avoue ici ne pas avoir changé la taille de mes aiguilles, et donc je peux vous faire un petit retour d'expérience, mais aujourd'hui je regrette de ne pas avoir choisi une taille d'aiguille plus importante, parce que ça manque un peu d'élasticité. Vous savez, on a l'espèce de corde là autour du cou, on sent que ça tire un peu. Donc peut-être que si j'en ai le courage, je déferai c'est pas vraiment un die-cord, enfin ce bind-off, pour le refaire. Alors l'autre modification que je fais moi aussi sur la plupart des patrons, ça se situe au niveau des boutonnières. Les boutonnières généralement elles sont faites par un jeté, et moi je préfère faire des boutonnières sur un rang. Alors vous avez des tutos, alors j'avais appris moi avec un tuto de Mélina le petit panda, qui a fait le choix de faire le tri dans les tutos qu'elle laissait en accès libre, disponibles sur sa chaîne, et d'autres qu'elle rattache à ses patrons, et je trouve ça tout à fait normal. Ça reste un travail conséquent, considérable, et il est tout à fait normal que ces patrons fassent l'objet d'une exclusivité, enfin ces tutos fassent l'objet d'une exclusivité lorsqu'ils sont liés aussi à ces patrons. Donc j'avais appris, puis lorsque j'ai voulu retrouver le tuto, je l'ai plus retrouvé, mais j'en ai trouvé d'autres. Donc voilà, c'est tout à fait... c'est une technique qui est connue d'autres personnes, mais c'est pratique, enfin je trouve ça pratique. Et puis les boutonnières sont beaucoup plus... Alors je ne suis pas sûre sur celle-ci, mais sont beaucoup mieux définies. Plus solides aussi, je trouve. Donc voilà, plus solide. Donc voilà mes deux petites modifications. Les boutons, ce sont des boutons que j'ai récupérés sur un vêtement. Alors la marque, en fait, ils sont marqués, gravés au nom de la marque du vêtement, et je les ai retournés. Je les ai mis sur l'envers. Voilà, j'aime bien l'idée de pouvoir récupérer ce qui est récupérable et réutilisable. Donc voilà, je trouve qu'ils vont très bien avec. Alors est-ce que j'ai tout dit ? Qu'est-ce que je vous ai tout dit ? Oui, alors pour les boutonnières, je vous disais avoir trouvé d'autres tutos, et c'est un tuto de Gaëlle Knit Spirit
que vous pourrez trouver sur le sujet. Voilà, la laine. Alors la laine, je l'ai tricotée avec une laine de Catherine, Madeleine et Philibert, de la Mérissoie Yak Deka, donc qui est composée de 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Alors je vous avais déjà parlé du yak qui donnait beaucoup de profondeur à la couleur. La soie, vous voyez, il y a cet effet moiré. Vous voyez, selon la lumière, on a effectivement le tissu qui capte la lumière. Et puis le drapé, oui, enfin, vous verrez sur les photos, mais je trouve que ouais, ça a un joli drapé. Il est très chaud. Je l'ai porté un jour de télétravail où je disais justement dans un de mes posts que la programmation de mon chauffage n'était pas du tout compatible avec le télétravail, puisque nous, quand on travaille, la maison et que les enfants sont à l'école, la maison est vide généralement, et donc on programme le chauffage pour qu'il s'enclenche, qu'il fonctionne à faible régime et puis qu'il s'enclenche quelque temps avant notre retour. Et donc quand on est là à la journée, on se rend compte combien la maison est froide et fraîche. Et donc ce jour-là, j'avais enfilé mon gilet Yassen et ça m'avait fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Donc voilà pour le gilet Yassen. Je vous avais promis des chaussettes, vous allez en souper. On reste avec Marie-Amélie qui la semaine dernière a sorti un patron de chaussettes, les chaussettes Mariesi, que j'ai eu le plaisir de tester. C'est un test que j'ai abordé avec une certaine appréhension mais beaucoup d'excitation aussi. Alors appréhension parce que moi j'avais pas envie de me foirer. En tant que tricoteuse, le tricot ça reste un loisir créatif, mais j'ai bien conscience que pour le designer, le test c'est une étape primordiale de son processus créatif. Ça valide ou invalide les choix qu'il a pu faire sur son design, et voilà, c'est une étape cruciale. Il attend des retours sur la compréhension ou l'incompréhension du patron, sur des coquilles éventuelles, sur des erreurs de taille, sur des difficultés potentielles. Donc le test est souvent proposé à des tricoteurs débutants et expérimentés. Je pense que chacun est légitime sur ces phases de test. Parce que moi par exemple, je vous parlerai tout à l'heure d'une incompréhension d'un souci de lecture du diagramme. Et j'ai fait moi ce retour à Marie-Amélie parce que j'estimais que c'est important pour elle de savoir qu'on peut avoir cette difficulté dans la lecture du patron. Voilà. Alors, mes petites chaussettes Mariesi, les voici. Alors, je sais que certains sont en train de pousser des cris d'horreur derrière leur écran. Oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis fan de verre, moi. Alors, en plus, elles se sont rétractées, et là, je sais pas quoi dire. Soit on a l'impression que Peter Pan a oublié ses chaussettes à la maison, ou que j'héberge des petits lutins. Mais elles sont magnifiques, je vous promets, elles sont magnifiques. Je vous posterai des photos, vous allez voir. Elles sont très très jolies. Alors ces chaussettes, elles ont la particularité d'avoir une pointe effilée. Vous voyez cette pointe toute particulière. Moi, c'est une pointe inhabituelle pour moi. L'autre particularité, c'est que le motif, le panneau de torsade se tricote depuis la pointe. Alors quand Marie-Amélie a fait son appel au test, elle avait posté une photo où elle portait sa chaussette qui n'était pas terminée, et on ne voyait du modèle que le dessous de pied qui était tricoté en jersey en verre, et puis une partie ici du talon en torsade. Donc je n'imaginais pas qu'elle puisse nous réserver ce joli panneau sur le devant du pied. Donc ce panneau de torsade qui court depuis la pointe, et puis qui arrive ici. Donc voilà, donc,
jusqu'à la cheville. Donc je vous l'ai dit, composé d'une grosse torsade et puis deux torsades en symétrie de chaque côté. Alors la particularité aussi de cette chaussette, moi ça m'a surprise, c'est qu'on débute le gousset assez tôt à partir de la pointe. Le gousset, je vous rappelle, c'est la transition entre le pied et le talon. Donc là, on le débute assez tôt, moi je trouve. J'ai eu sur les chaussettes que j'ai tricotées précédemment, ça se faisait un petit peu plus tard, quelques rangs plus loin. Donc une fois qu'on a tricoté le gousset, on vient créer l'arrondi du talon et puis ensuite on s'attaque au panneau de torsade du talon. Alors je tiens à souligner, peut-être que c'est inutile, beaucoup d'entre vous savent que tricoter des torsades en rond et tricoter des torsades en aller-retour, ben ça n'est pas pareil. Quand vous les tricotez en aller-retour, vous allez sur le rang de retour, enfin les mailles que vous avez tricotées sur le rang de retour seront inversées. Je m'explique, si par exemple sur le rang endroit, vous avez une maille endroit, sur le rang envers, cette même maille endroit sera tricotée à l'envers. Donc voilà, on tricote donc notre panneau de torsade et puis on vient ensuite rejoindre l'arrière du pied et le devant du pied. On tricote le motif de torsade, l'équivalent de 3 motifs de torsade. Alors on peut en tricoter plus, mais le patron propose à minima 3, d'en tricoter 3. Donc ça nous fait une chaussette basse, qui arrive juste au niveau de la cheville. Et puis on termine cette chaussette par un ourlet en dents de chat. Je ne sais pas si on voit bien. Alors comment on construit un ourlet en dents de chat? Donc déjà on va passer un fil de sécurité. Ensuite on va tricoter quelques rangs de jersey, un rang avec des mailles ensemble et des jetés, et à nouveau quelques rangs de jersey. Cette bordure, on va la plier en deux, en son milieu, donc au niveau des mailles ensemble et des jetés. Et ce sont les jetés qui ont créé des trous, qui une fois pliés, vont créer des espèces d'entailles en forme de V. Et donc les mailles ensemble, elles, vont créer effectivement les petites dents. Et donc la bordure qu'on vient replier va venir se coudre en récupérant la maille dans laquelle on a passé le fil de sécurité. Donc voilà, c'était une première pour moi. J'ai pas trouvé ça compliqué, j'avais peut-être choisi un fil de sécurité trop fin. Donc pour récupérer mes mailles, c'était un petit peu compliqué. Donc sur la deuxième chaussette, j'ai passé un fil beaucoup plus gros et c'était beaucoup plus simple. Je tire un petit peu sur le fil et hop, ma maille ressortait et je pouvais la rattraper plus facilement. Donc voilà ma chaussette Mariesi. Est-ce que je vous ai parlé du fil? Je l'ai tricoté en West Yorkshire Spinners signature 4-ply. Donc c'est une laine qui comprend de la BFL, 35% de BFL. Donc on a 75% laine, 25% nylon, et sur ces 75%, on a 35% de BFL. Et c'est une pelote de 100 grammes, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est cardamome, ce superbe coloris avec une pointe de jaune. Je vais vous insérer quelques photos. Je reviens sur les chaussettes Mariesi puisque tout à l'heure j'ai évoqué une difficulté de lecture du diagramme et puis je suis passée à autre chose, j'étais un petit peu vite. Donc je voulais avant toute chose rappeler que le patron de Marie-Amélie, c'est un patron qui est très clair, qui est très abouti. C'est un patron dont les explications sont limpides, on se laisse guider. Les difficultés de lecture que j'ai rencontrées, elles me sont toutes personnelles. Les autres testeuses ne les ont vraisemblablement pas rencontrées.
mais je les évoque ici parce que ça peut servir. Donc je m'approche parce que j'ai pris un diagramme qui n'est pas celui du patron, mais qui vient illustrer un petit peu mon propos, enfin qui vient vous montrer là où j'ai fait une erreur d'interprétation. Alors, je pars d'un montage de 8 mailles, et donc, voyez ici, le diagramme vous symbolise les mailles ici sur le rang de montage en vert. Alors, mon erreur était de dire, il y a un souci, il me manque 2 mailles de chaque côté. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que la maille 1 et la maille 20 font partie intégrante du rang de montage. Et voilà où sont nos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà ma première erreur. Enfin, ma première erreur de lecture. Après, ça ne m'empêche pas d'avoir monté mes 8 mailles s'il fallait monter 8 mailles. Mais voilà, pour moi, le diagramme, pour moi, cette partie-là ne faisait pas partie intégrante du diagramme. Deuxième point de divergence au niveau de ma logique. Quant au rang suivant, on nous demande de faire une augmentation entre la maille 1 et la maille 2, donc qui est symbolisée ici par le petit point. Donc Marie-Amélie la représente ici sur la deuxième case. Mais pour autant, l'augmentation est déjà représentée ici par cette case de couleur verte. Alors que selon moi, donc il manque ici, pour moi il manque ici une étape. Ma logique veut que, ok, on fait une augmentation sur la deuxième maille, alors plutôt ici en partant d'ici, hein, là je le vois là, je fais ma lecture en regardant l'écran, mais voilà, en partant d'ici, je fais donc mon augmentation, parce que comme je vous rappelle, hein, le diagramme se lit dans ce sens. Donc je fais mon augmentation sur la deuxième maille, et donc cette augmentation, elle va être matérialisée sur le rang suivant par une case supplémentaire. Or, dans la logique de Marie-Amélie, on la voit tout de suite ici. Alors, au final, on obtient, selon que ce soit ma logique avec ma logique ou celle de Marie-Amélie, on obtient toujours le même nombre d'augmentations. Mais voilà, moi j'ai une clé de lecture différente. Donc, j'ai poursuivi le diagramme, je me le suis réinterprété. Voilà, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir le même résultat. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec vous s'agissant de mes difficultés de lecture de diagramme. On passe donc au point suivant, à la chaussette suivante, qui fait partie du cal Socks in the Mug, dont je vous avais parlé lors du second épisode de podcast. Donc j'avais, ce cal d'abord est organisé par Fabienne Biroulet-Game et Marie le Nid de la Linotte. Donc il s'agissait de choisir son mug préféré et de tricoter une chaussette qui soit coordonnée à ce mug. Donc moi j'avais choisi 2 mugs, le premier c'est celui-ci et j'avais commandé des laines chez Drops de la Fabelle. Donc on avait le coloris rouge, hop, je sais pas comment je vais faire, moi, comme ça, le coloris rouge qui est le coloris 106, je regarde mes notes en même temps, le coloris bleu, il y a un reflet, vous n'allez pas voir le coloris bleu qui est le coloris 107, et puis l'écru qui est attaché à une aiguille, hop, je vous montrerai ça plus tard, l'écru qui est le coloris 100. Et je voulais tricoter une chaussette de type marinière parce que voilà, mon mari est un peu fan de marinière, de pull marinière. Donc c'était un petit clin d'œil en fait à sa passion pour les pulls marinières et puis à son activité professionnelle qui l'amenait à s'intéresser beaucoup aux bateaux aussi. Et donc voilà ma paire de chaussettes. Voilà, qui a beaucoup plu sur Instagram. Alors j'ai beaucoup apprécié tricoter ces chaussettes parce que ça m'a permis de découvrir 2 techniques. La première était de tricoter des rayures sans démarcation et la deuxième de réaliser un talon après coup. Donc vraiment très contente de cette réalisation. Alors, s'agissant de la première technique, tricoter
des rayures sans démarcation. Alors d'abord j'ai été inspirée par un pull de mon mari, une marinière de rayures bleues sur fond écru avec un petit liseré rouge, et je vous posterai la photo qu'on a prise pour le cal. Donc cette fameuse technique qui consiste à tricoter des rayures sans démarcation, j'ai d'abord tenté la technique proposée par Lucille Atelier Design. Alors je reprends mes notes parce que je voudrais vous expliquer un peu la technique que propose Lucille. Alors elle a un tuto, hein, vous trouverez la vidéo sur Instagram, mais voilà, il s'agit de tricoter imaginons que vous ayez tricoté votre écru. Vous passez à la première rayure de bleu. Donc il s'agit de tricoter la première maille du bleu, de tricoter une maille lâche. Ensuite vous tricotez toutes les mailles du tour de la manière normale. Et quand vous arrivez sur au tour suivant, en fait, vous allez glisser cette maille lâche. Vous n'allez pas la tricoter, vous allez glisser cette maille lâche et vous allez retricoter un tour. Donc en fait, la maille lâche est censée avoir la hauteur de vos deux rangs de rayures bleu marine. Alors vous voyez que moi, ça a complètement foiré. Il y a des endroits, alors je vais me rapprocher parce qu'il y a des endroits, voilà, par exemple, où la maille lâche effectivement a bien la hauteur, une hauteur correcte, la hauteur de deux rangs de bleu, et puis à d'autres endroits, c'est complètement foiré. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là aussi, enfin bon, bref, j'ai fait quelques rangs jusqu'à me dire non, c'est pas possible, ça fonctionne pas pour moi. Et Lucille le dit bien, en fait, la maille lâche, on va dire que la hauteur de la maille lâche, c'est à vous de juger, et c'est au fil, c'est avec l'expérience, et puis l'expérience de votre tension ou l'expérience, au fil de votre tricot, que vous allez pouvoir apprécier la hauteur de cette maille lâche. Et moi, vraisemblablement, j'ai rien compris au film. Bref, j'ai cherché une autre méthode et je suis tombée sur la méthode de bobine et pelote. Ève propose une méthode qui m'a semblé plus accessible et surtout, avec le recul, avec un résultat qui n'a rien à voir. Donc, vous voyez, donc, là, c'est vrai que souvent l'image donne fait ressortir tous les défauts. Donc là, vous voyez ce qu'a donné la première méthode. Puis là, vous voyez, j'ai changé de méthode et vous voyez que c'est beaucoup mieux. Et alors, sur la deuxième chaussette, c'est encore mieux. Regardez. On devine l'endroit de la jonction, du changement de couleur. Mais on reste sur à la fin c'est encore mieux. Voilà, on reste sur des lignes à peu près rectilignes. Voilà. Donc la technique d'Ève, consiste, je regarde mes notes en même temps. Alors j'ai relu mes notes pour vous expliquer la technique d'Ève. Donc imaginons, nous sommes sur la couleur écrue. Vous tricotez donc toutes les mailles du tour jusqu'à la dernière maille. Une fois que vous êtes arrivé à cette dernière maille, donc imaginons, je symbolise mes aiguilles, cette dernière maille qui est donc désormais sur votre aiguille droite, vous la repassez cette dernière maille sur l'aiguille gauche. Vous prenez votre autre couleur et vous tricotez cette dernière maille blanche écrue avec le fil bleu. Vous passez le marqueur et vous tricotez donc en bleu un tour complet. Arrivé à cette dernière maille qui est en fait, qui n'est autre que la maille écrue que vous avez repassée sur l'aiguille gauche, vous allez
relever la maille, la maille du dessous, vous allez la relever pour la mettre sur l'aiguille et vous allez tricoter vos 2 mailles ensemble. Allez voir le tuto d'Ève parce que c'est limpide, ça prend peu de temps et on obtient un résultat bluffant. Donc voilà, donc ça, je vous montre sur l'envers. Le fil suit, on a quelque chose de très propre et vous voyez, vraiment la démarcation, elle n'a rien à voir. Donc ça, c'était ma première technique. Deuxième technique, le talon après coup. Alors là, totalement démystifié grâce à Anna, alias Enabis, qui se cache également derrière le bruit des aiguilles et qui a fait un tuto qui est extrêmement clair. Les images parlent d'elles-mêmes, elles parlent toutes seules. Donc, vous tricotez votre chaussette. Moi, j'ai tricoté ma chaussette en tube, donc depuis la pointe, j'ai tricoté ma chaussette en tube jusqu'aux côtes. J'ai fait mes côtes. Ensuite, j'ai pris une chaussette du commerce de mon mari. Et puis, j'ai estimé à peu près le niveau à partir duquel le talon devait débuter. Donc, j'ai pris un repère et à partir de là, sur la moitié des mailles de ma chaussette, j'ai glissé un fil contrastant. J'ai ensuite relevé donc les mailles le long de ce fil et puis les mailles qui se situent sur le rang suivant. Et donc vous allez ensuite faire une espèce d'opération chirurgicale, inciser la chaussette et insérer cette espèce de protubérance là que constitue le petit talon. Donc vraiment ça se fait sans souci. Vous n'avez même pas de maille à relever pour éviter les trous qui se forment généralement à ce niveau. Donc vraiment un talon qui épouse parfaitement le pied. Donc voilà, ravi. J'ai fait voilà, les deux talons à suivre. Alors j'ai pris note aussi, j'ai utilisé 21 g de rouge. Alors ce sont des pelotes de 100 g, de 50 g. Il y avait 50 g, donc 21 g de rouge, 32 g d'écru et 20 g de bleu. Donc j'ai de quoi réaliser une autre paire de chaussettes, alors pas taille homme, là, mon mari fait une pointure 41, donc ce sera certainement pas une nouvelle paire de chaussettes homme, mais plutôt femme. Et du coup l'idée ce serait de changer les contrastes, soit le sens des rayures, les couleurs des rayures et du contrastant. Donc voilà mes premières chaussettes du Kaal Socks in the Mug qui se terminent le 13 décembre. Donc mes photos sont prises, j'ai plus qu'à les poster. Donc voilà pour la première paire. On passe à la troisième paire qui... alors, est-ce que je vais... Non. Donc, troisième paire de chaussettes que j'ai glissée dans ma petite pochette que j'ai réalisée dans une chute d'un lin viscose dans lequel j'avais fait une jupe. Et donc, j'ai doublé avec une cotonnade que j'avais teint au curcuma. Et j'ai mis une petite pochette intérieure, des petits rubans pour soit accrocher des anneaux marqueurs ou autre. Voilà. Et donc ma deuxième chaussette, je l'ai faite toujours en Fabelle. Je vous avais dit que j'avais hésité pour mon deuxième mug, qui est le mug Harry Potter Expecto Patronum.
Et donc j'avais hésité et j'avais finalement opté pour cette pelote de Drops qui est le coloris 913. Et je m'apprêtais à faire une simple chaussette, voilà, j'avais pas d'idée particulière. Et je regardais, comme je vous disais, la situation est un peu propice au visionnage de podcasts. Et donc je regardais le podcast de Julia et Isabelle, Raconte-moi un tricot, que j'adore. Je suis fan. Isabelle est donc québécoise et Julia est une expatriée française. Et Isabelle, du fait du confinement, chacune a fait une vidéo capsule. Et Isabelle, dans sa dernière vidéo, a lancé là aussi un appel au test puisqu'elle veut publier un patron de chaussettes vanille. Alors la chaussette vanille, c'est une chaussette tricotée en jersey. Un patron de chaussettes vanille qu'elle veut proposer gratuitement sur Ravelry. Et elle avait besoin de testeuses. Alors moi, je trouvais intéressant de me proposer parce que cette chaussette se construit des côtes jusqu'à la pointe. Et jusqu'à présent, je n'avais pas tricoté ce type de chaussette. Donc c'était pour moi une première fois. Donc voilà, l'envie de tester cette technique. Et puis dans son patron, j'ai eu aussi la belle surprise de voir qu'elle proposait soit un talon double, donc talon renforcé, ou un talon à huile de perdrix. Je n'ai jamais tricoté de talon à huile de perdrix. Donc une nouvelle technique aussi à rajouter à mon actif. Donc voilà. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Il y en a partout. Donc ma chaussette terminée. La voici. Là j'ai attaqué la deuxième. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc on a une chaussette avec une belle pointe arrondie. Ici mon talon en œil de perdrix. Alors la laine n'est pas adaptée. Enfin en tout cas elle ne donne pas grand chose. Alors quand j'ai commencé à tricoter mon point à œil de perdrix, je me suis dit mais non, je fais une erreur, c'est pas possible. C'est beaucoup plus marqué. C'est un point beaucoup plus visible. Donc je me suis dit, bon, est-ce que ça tient à la laine ou est-ce que ça tient à ma technique? Donc j'ai pris une laine unie, c'est pour ça que à ma pelote écrue est rattachée une aiguille. Et effectivement, le point à œil de perdrix, vous voyez ici, voilà, il y a des alvéoles, il est beaucoup plus très joli. Alors je sais pas, peut-être comme ça. Donc, comme je ne faisais pas d'erreur dans mes points et comme le patron ne comportait pas d'erreur, parce qu'Isabelle n'a pas fait d'erreur, Isabelle Saint-Germain, j'entends. Donc j'ai poursuivi et puis effectivement l'œil de perdrix se révèle plus sur des laines unies. Voilà. Donc la particularité, alors moi ce que j'ai trouvé génial, c'est que je découvre une autre façon de construire la chaussette. J'avais jamais tricoté de chaussette où à un moment on lâche les mailles du devant, on les laisse en attente et puis on tricote ici le talon. Donc on tricote le talon ici en œil de perdrix ou talon double. On crée ici l'arrondi du talon. Et puis on va ensuite relever sur chaque côté. Je perds mes mailles, je me suis arrêtée en plein milieu. On va relever sur chaque côté les mailles. Alors, je vais mettre comme ça peut-être. De chaque côté, on va relever en fait des mailles. C'est-à-dire qu'on va reprendre un tour, relever ici les mailles, reprendre le devant du pied, relever des mailles et poursuivre ici. Et on va donc terminer le pied en tube de cette manière. Voilà. En tricotant le gousset, donc ici, on devine à peine. Hop, petit triangle. Et puis voilà, on va tricoter en pointe
en pointe, en tube, notre chaussette. Donc ouais, ravie parce que là aussi, 2 nouvelles techniques. Je tricote la chaussette depuis les côtes. Et puis ici, que dis-je, 2 voire 3 techniques. Donc ici, depuis les côtes jusqu'à la pointe. Ici, un relevage de maille. Alors je vous dis aussi, là, le relevage de maille, nickel, hein. C'est là aussi sans aucun trou. J'ai pas eu besoin de relever de maille que j'aurais été obligée de diminuer ensuite. Non, tout est parfait. Et donc, première technique, deuxième technique, et puis la troisième technique, enfin c'est pas une technique que je ne connais pas, le crafting, mais faire une chaussette en finissant par un crafting, je n'avais encore pas fait. Donc voilà pour ma troisième et dernière chaussette, qui est aussi un encours. Là on n'est plus dans les projets terminés. Puisqu'on en est aux encours, je vais vous parler, parce que la lumière commence à décliner, donc il est temps que j'accélère un petit peu. Je vais vous parler d'un autre encours. J'ai débuté il y a quelque temps maintenant le Lady Empoisonné. Alors j'ai pas le patron sous la main, je vais le chercher. Alors je reviens ici avec le patron du Lady Empoisonné de Triple L de Magdalena. Je vous montre ici simplement la photo. Vous pouvez voir que c'est un pull qui est habillé totalement de torsade, si ce n'est sur les côtés et sous l'emmanchure, où on devine ici un point texturé qui est un point gris. Donc c'est un pull qui, du fait de sa construction, de son point de torsade, va exiger un métrage plus important qu'à l'accoutumée. 1200 mètres habituellement me suffisent. Là, selon la taille que je souhaitais, il fallait 1250 mètres. Donc j'ai creusé un petit peu. Alors dans mon stock, je n'avais pas ce qu'il fallait. Et puis c'était l'époque où Cécile de Célène a proposé un nouveau coloris. Et donc j'ai flashé dessus. Donc c'est le coloris chanvre. Je vous montre les chevaux. Mon écheveau est complètement déstructuré. Celui-ci est peut-être plus présentable. Voilà, donc le coloris chanvre qui est proposé dans une base fingering, 75% mérino superwash, 25% nylon. Et on a donc un métrage plus généreux de 425 mètres pour 100 grammes. Mon souci, c'est que j'avais pas du tout le bon échantillon. Je pars sur 30 mailles, c'est ça, 30 mailles pour 40 rangs sur 10 cm. Et l'échantillon demandé est de 24 mailles. Je n'ai pas noté le nombre de rangs, mais bon, 24 mailles. Donc je suis partie, j'ai fait un petit calcul en règle de 3. D'ailleurs, Magdalena a dû faire un tuto sur la question qui est très bien expliqué. Donc ça me renvoie à l'avant-dernière taille. Que je trouve énorme, mais bon, donc j'ai commencé effectivement le corps, la taille, et donc ce qui me pose un peu souci, c'est magnifique, mais ce qui me pose souci, c'est que les côtes ne sont pas des côtes qui auraient tendance à cintrer, à resserrer la base du pull. Et donc j'ai peur d'avoir un tube droit. Alors pourquoi pas, mais dans ce cas il faudra que j'adapte la longueur du pull parce que je veux pas quelque chose de trop long dans ce cas. Donc j'attends d'avancer un peu, de passer sur un câble plus long pour pouvoir l'essayer et voir l'aisance dont je dispose. Donc voilà, alors c'est un pull qui nécessite beaucoup de concentration. Donc les chaussettes, l'alternance avec les chaussettes, et notamment les chaussettes vanille, c'était très bien, parfait. Donc je m'y mets, je fais quelques rangs, un petit peu tous les soirs, tous les jours, voilà. Sinon, s'agissant des projets à venir, j'ai en vue, je vous montre simplement mon échantillon Malène
et le patron. Vous allez là aussi hurler à la mort. J'ai choisi, ça fait longtemps que je l'ai dans ma Patron Tech, le gilet Myrta de Catherine Schneider. J'avais déjà tricoté de Catherine Schneider le Winterfell cardigan. Et donc je vais le tricoter dans la base préconisée. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je le tricote. Alors je sais pas si... non, il n'est pas aussi flashy que ce que vous voyez. Ah là c'est bien. Non, ouais, là c'est bien. Regardez sur le noir. Le noir. Je ne sais pas si ça va m'aller autant. Mais bon, voilà, moi j'aime beaucoup le vert et notamment ce vert. Donc il sera tricoté, donc ça c'est mon échantillon, avec de la Snail Dan, qui est une laine de brun, to ply, qui est une laine qui provient des îles Féroé. Alors en fait c'est un mélange de deux laines. Vous avez une laine qui... Alors je vous récapitule ce que j'ai pu lire sur le site de Laine et Tricot. C'est là que j'ai commandé ma laine. Donc c'est une laine qui est pleine de suin et dont on se débarrasse des longs poils et des débris. Et puis on la mélange à une laine mérino qui elle provient des îles Malouines. Et ça nous donne une laine très douce. Alors très douce, bon j'irai pas jusque là. C'est une laine, c'est pas une laine russe, enfin c'est pas une laine douce, mais c'est pas une laine qui... Enfin, moi ça me pique pas. Ça me pique pas a priori. Voilà, ça s'assouplit effectivement après blocage, légèrement, mais c'est pas non plus... voilà. Ça se caractérise pas par une douceur exceptionnelle. Hein. Bon, voilà. Mais j'avais envie d'un peu peps et je me dis qu'effectivement, voilà, avec du noir, ça égaye bien. Je me dis qu'il faut aussi... vous savez, on dit que pour associer les couleurs, il faut regarder ce que propose la nature. Alors moi, j'ai les yeux verts, je me dis que voilà, hein, mes yeux... enfin, voilà, si la nature m'a proposé, m'a doté de yeux verts, c'est que le vert doit m'aller. Et effectivement, généralement, on dit que le vert me va bien. On verra bien. Voilà pour les projets à venir. Et avant que la nuit ne tombe, je vais vous parler très brièvement de broderie. Alors on va très vite aborder la broderie parce que là la lumière décline fortement. Alors lors du second épisode, je vous avais présenté une broderie que je venais de terminer, tirée du livre Broderie Green, que j'avais mis du temps à réaliser, plus d'1 an. Mais voilà, j'en étais parvenue à bout, arrivée à bout. Et puis je ne savais pas trop quoi en faire, donc je vous avais demandé des suggestions, des idées. Et j'ai eu quelques propositions, notamment de Céline Kellett, qui m'avait proposé d'en faire un petit top. Le souci, c'est que je n'avais pas assez de métrage, Céline. C'était une belle idée, peut-être pour une prochaine broderie. Et du coup, je me suis tournée vers un accessoire qui est une pochette à livre que voici. Oui, voilà les couleurs là. Voilà, une pochette à livre, grand format, qui est entièrement doublée. Et donc, dans laquelle je peux glisser soit un livre grand format, soit un livre d'éditeur, soit deux livres de poche d'ailleurs. Je peux même mettre côte à côte 2 livres de poche. Donc j'ai utilisé un tuto trouvé sur la chaîne du Monde de Jo. Pochette, vous tapez pochette à livre et vous allez tomber sur, elle doit être en 3e position, le Monde de Jo. Donc elle propose un petit et un grand format et vous avez donc les mesures des différentes pièces. Moi je ne sais pas ce que j'ai cafouillé, mais bref, il a fallu que je retaille dans mes pièces. Et puis alors,
Moi j'ai souhaité matelasser cette pochette. Je n'avais pas d'entoilage à sac, donc j'ai souhaité la matelasser. Donc pour faire un matelassage, c'est très simple, hein. Vous achetez de la ouatine et vous allez superposer vos deux tissus, puis réaliser des coutures parallèles. Alors moi pour ça j'utilise un guide de quilting qui est adapté sur ma machine. J'aurais dû le sortir un peu tard. Là si je coupe, on n'a plus de lumière quand je reviens. Donc voilà, et je mets du papier de cuisson ou du papier à patron entre mes griffes et ma ouatine pour permettre au tissu d'être entraîné. Et donc le souci, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le matelassage va réduire la taille de votre pièce. Vous allez forcément... oui, ça va rapetisser la taille de votre pièce. Donc je ne l'avais pas anticipé et donc du coup j'ai un petit peu raboté effectivement mes autres pièces. Mais globalement, voilà, la taille, ça reste une taille, ça donne une pochette avec une taille raisonnable. Voilà, j'ai utilisé une petite pression pour la fermeture. Voilà, donc le rabat se fait en deux parties ici sur la partie extérieure. Donc voilà, j'en suis très contente. Elle est à la fois jolie et pratique. Et là, j'ai attaqué une autre broderie qui est proposée par Julie Jolisonge, donc qui propose un nouveau défi. Le défi broderie 6JS qui est une couronne hivernale que vous pouvez télécharger gratuitement et vous avez donc le pas à pas des différents points utilisés sur l'Instagram de Julie. Alors moi j'ai voulu utiliser une toile de lin que j'avais une chute dont il me restait, puisque j'ai eu un petit souci de rideau de dressing il y a quelque temps. J'ai voulu passer à la machine des rideaux 100% lin et j'ai perdu à peu près 15 cm. Si bien que j'ai rattrapé le coup en créant une bande sur le bas de mes panneaux. Ça m'a coûté 24 € au lieu de 60 le panneau, donc une belle économie. Et donc il me restait une chute conséquente. Je ne savais pas trop quoi en faire, mais je m'étais dit je ferais de la broderie avec. Ok, mais le tissu est loin d'être... Vous vous souvenez la dernière fois j'avais joué sur la transparence du tissu que j'avais utilisé? Là c'est pas le cas. Donc si bien que je n'ai pas pu par transparence reporter le dessin. Donc il a fallu que je le trace à main levée. Et là bien sûr vous ne verrez rien. Donc vous voyez l'échelle n'est plus du tout la même. Et voilà où j'en suis. D'ailleurs je le tiens à l'envers. Hop. Voilà où j'en suis. Alors ce qui me pose souci, ce sont les feuilles de houx. Je trouve que c'est pas très précis. Donc là j'ai abandonné les feuilles de houx parce que j'étais pas satisfaite et peut-être que je les reprendrai. Alors s'agissant des couleurs, je vous les montre très rapidement. Je crois qu'on y reviendra la prochaine fois parce que là vraiment le manque de lumière. Donc voilà, oups là, mon panel de couleurs. Alors c'est pas une couronne que j'ai voulu, couronne de Noël vraiment. Hein. Il y a des couleurs voilà, qui rappellent Noël, le vert. Ça c'est rouille et pas rouge. Ouais. Ça c'est un peu noisette. Ça c'est rouille. Voilà, le vert avec lequel que je vais utiliser pour les feuilles de houx, avec ici les petites baies que je vais faire en blanc. Le rose, j'ai sorti du rose pour faire le nœud, mais je ne sais pas lequel utiliser. Donc voilà, je vous en montrerai davantage, sans doute au prochain podcast. Mais je m'amuse, je suis très en retard. Alors si vous allez sur Insta, vous allez voir les avancées des uns et des autres. Et voilà. Et ce que j'en ferai, eh ben, ouais, je sais pas. Je sais pas encore. On verra. Mais sans doute un tote bag, hein, parce que là, avec une couronne hivernale, je ne vais pas me mettre ça sur le torse. Bon, bref, voilà, j'en ai terminé.
J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous. Moi, voilà, j'ai passé un agréable moment. C'était très chouette. J'espère ne rien avoir oublié, forcément. Tout tourne dans... Voilà, est-ce que j'ai fait le tour de la question? Mais de toute façon, là, il est temps d'arrêter. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. J'ai toujours cette mèche là qui rebique. Vous savez, ça me fait... Mon père me disait... ça lui faisait penser à Riquet la Houppe. Je vous mettrai une petite photo là. Un personnage de conte, je crois. Bref, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne matinée, bonne journée, enfin bon, voilà, un bon week-end, je sais pas. Selon le moment où vous regarderez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.